Ok, eh ben merci à toutes et à tous d'être venus pour cette soirée avec Barbara Borde qui va du coup nous présenter son livre Le camp des oubliés. Donc Barbara, tu es là pour parler de ton bouquin qui retrace l'histoire de ton grand-père, donc qui était républicain espagnol et qui, comme 100 000 autres républicains, ont été contraints à l'exil en France, donc après la victoire des franquistes, ou plutôt la défaite des républicains. Donc en 39, et lui comme beaucoup d'autres se sont retrouvés du coup au camp, internés au camp d'Argel-sur-Mer, donc en Catalogne entre guillemets française. Voilà, donc c'est un roman historique que tu vas nous présenter. Je vais pas en dire plus, j'ai hâte d'écouter ta présentation. D'accord, ben, d'abord merci de m'avoir invité. Alors je vais d'abord vous parler de la genèse de ce roman. Il est évident qu'un roman ne naît pas de rien, il n'est pas ex nihilo, il est conditionné par une histoire. Donc en ce qui me concerne, comme ça vient d'être dit, c'est d'abord un roman familial, disons conditionné par mon roman familial. Un grand-père qui était entré à la CNT dès le début des années 30. Un homme qui n'était pas un théoricien, pas un intellectuel, mais un homme d'action, un militant, un combattant même, qui a pris le maquis assez vite, donc qui est originaire de Valence, qui a eu un destin très mouvementé. Et donc je raconte là, puisqu'il est question de faire une trilogie. Donc ce roman est le premier volet d'une trilogie qui donc l'a conduit de l'Espagne vers la France. Il est mort relativement jeune, comme la plupart des héros, hein, ceux qui sont les héros meurent jeunes généralement. Et euh, donc, pourquoi avoir écrit ce roman un peu tardivement? Parce que sans doute, comme le disait Lacan, les complexes familiaux nous travaillent de l'intérieur et il m'est arrivé donc un certain nombre d'aventures. Et par exemple, je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais assez jeune, à 14 ans. Je me trouvais en vacances sur la côte, pas très loin de la frontière espagnole, chez mes grands-parents, enfin chez ma grand-mère, puisque mon grand-père était mort. Et là, j'ai fait une fugue et j'ai vécu pendant 3 semaines sur la plage à Argelès-sur-Mer dans des conditions assez éprouvantes, sans argent, sans aucun lieu, sans aucun abri, avec des amis certes, mais une expérience assez limite à 14 ans. Vous pouvez imaginer. Et sans savoir évidemment que mon grand-père était allé dans ce camp, pas très loin, Argelès, qui est devenue depuis la capitale européenne du camping. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et des années plus tard, j'ai interrogé, disons, cette expérience et je l'ai relue à la lecture, disons, de ce secret de famille. Parce que, comme la plupart des gens qui ont été incarcérés dans les camps, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Il y a quelque chose qui se sait peut-être théoriquement, mais qui est de l'ordre du secret de famille. C'est vrai. Alors, ces camps, par la suite, hein, bon, ont servi à d'autres gens, si on peut dire. Donc, je dirais que c'est un roman qui a une longue gestation, pour reprendre un peu cette métaphore éculée de la création, de la gestation. Et il s'agissait évidemment de rendre hommage à ce grand-père, de lui rendre un hommage appuyé, mais aussi à tous ceux dont la mémoire a été en partie occultée, tous ceux qui ont initié des maquis en France hein, pour lutter contre le pétainisme et la collaboration, tous ceux qui, enfin les nazis, tous ceux qui ont libéré Paris. On sait que hein, leur rôle dans la Nueve a été quelque peu là aussi minoré quand on va au musée de la Résistance, par exemple, à Paris, hein, pas très loin d'ici. Il en est question, mais très peu quand même. D'où le titre hein, de ce roman qui est Le camp des oubliés. Alors, par ailleurs, deuxième étape, disons, dans cette genèse, c'est une commande, j'ai envie de dire, amicale. J'ai des amis à Barcelone qui, de l'autre côté de la frontière, se sont eux aussi interrogés sur cette fuite, alors peut-être
on sait qu'il y a eu des artistes très célèbres comme Machado ou d'autres qui sont partis à ce moment-là, mais beaucoup d'Espagnols sont partis. Et cet ami m'a montré des documentaires qui ont été tournés d'après le camp d'Argelès ou de Rivesaltes. Il y a eu évidemment d'autres camps. Par ailleurs, il y a une situation en ce moment en Espagne, des terres des charniers. Peut-être que vous avez vu le dernier film de Pedro Almodóvar, où il est question de ces fausses communes qu'on déterre, et donc les Espagnols prennent conscience aussi d'un certain nombre de choses, de massacres qui ont été enterrés par le franquisme, puisque Franco s'est maintenu au pouvoir évidemment très longtemps. Et puis je dirais la troisième raison de ce roman, c'est une nécessité historique en quelque sorte et politique, puisque écrire un roman historique, c'est toujours évidemment parler du temps présent aussi, même si là on est transporté dans les années 30, et en l'occurrence l'année 39. Alors pour parler d'un événement majeur du XXe siècle, la guerre civile espagnole, qui a occasionné, je vous le rappelle, mais je pense que tout le monde ici le sait, le départ de 35 000 volontaires. Des gens sont partis de toute l'Europe, aussi bien des journalistes comme George Orwell que des philosophes comme Simone Weil en France, et on rapportait des témoignages, Catalogne libre par exemple, ou l'espoir de Malraux, avant qu'il devienne ministre de la Culture chez De Gaulle, le gouvernement de Gaulle, il est allé lui aussi en Espagne. Donc ça a été un événement majeur, prélude à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi prélude au fascisme européen, puisque le coup d'État de Franco est le premier pas, disons, de ces fascismes. Et n'oublions pas que très vite, Franco a reçu l'aide de Mussolini et de l'aviation hitlérienne, qui lui a permis de gagner, de l'emporter. Ce n'est pas l'unique raison, évidemment. Donc voilà, la question qui se posait pour moi, c'était pourquoi cet échec ? Pourquoi cet échec alors que toute l'Europe se dresse pour aider les républicains espagnols, que en Espagne, la République a été votée, c'est la deuxième République espagnole. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échec ? Alors, donc, j'ai commencé à écrire ce roman, et puis, disons, mon problème, c'était de concilier la conceptualité historique avec le romanesque, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de tuer le romanesque à coups de concepts ou de retranscriptions historiques. Donc, à l'inverse, ce que je voulais faire, c'était définir une action politique de manière romanesque, écrite de manière romanesque. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si c'est réussi, mais voilà. Du coup, ça m'amène à mon deuxième point, qui serait de parler du genre de ce roman. Alors, c'est bien sûr un roman historique, mais un peu perturbé, je dirais. C'est un roman un peu palimpseste, puisque... alors, il y a d'abord, bien sûr, toutes les composantes du roman historique, c'est-à-dire un épisode de l'histoire, la fin de la guerre d'Espagne, auquel j'ai mêlé des personnages réels et fictifs. On va rencontrer Antonio Machado, mais aussi José, Luis, Miguel et les autres, donc, qui sont des incarnations, pour les uns d'un grand-père, d'amis de mon grand-père. Bon. Je vous rappelle que le roman historique est un genre très très ancien, qui date de l'Antiquité, l'Âne d'Or, l'Apulée ou le Satyricon sont des romans historiques, le Satyricon de Pétrone. Donc j'ai essayé, conformément au genre, d'être fidèle, disons, aux détails et à l'esprit des événements. Mais j'ai essayé aussi de, voilà, comme je vous l'ai dit, d'opérer cette réflexion qui le raccorde au présent. Voilà, alors d'abord, quel est l'événement ? Je le rappelle peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc le 17 et 18 juillet 1936, en Espagne, a lieu un coup d'État militaire qui est dirigé contre le gouvernement de la Seconde République espagnole. Il y a déjà eu une première République, et c'est un semi-échec. Les nationalistes prennent possession d'une partie seulement de l'Espagne. Et c'est ce semi-échec qui va être à l'origine de la guerre civile. Une guerre civile
donc qui va s'achever par la défaite finale de la République le 1er avril 1939 et qui débouche sur une dictature franquiste, l'une des plus stables de l'Europe, puisqu'elle a duré jusqu'en 1975. Et encore même là, il y a eu la Movida, mais voilà, ça a été une des plus durables en Europe, qui a marqué profondément l'Espagne. Alors, le coup d'État débute le 17 juillet 1936 au Maroc espagnol. Il y avait déjà eu dans les Asturies des grèves importantes et un soulèvement auparavant. Et les nationalistes sont soutenus par les phalangistes, par l'Allemagne d'Hitler, par l'Italie mussolinienne. Et donc Franco va prendre la tête de ce coup d'État. À l'origine, c'est pas lui qui était pressenti pour le prendre. Et l'Espagne va être coupée en deux parties, un camp nationaliste et puis un camp qu'on appelle républicain. Franco va décider de lancer une offensive sur le nord du pays parce que c'est la partie la plus riche, en minerais notamment. Et le 26 avril 1937, plusieurs escadrilles de Condor, donc c'était des volontaires allemands, savoir que ceux qui ont conduit ces avions, qui les ont pilotés étaient des volontaires, vont bombarder tout le Pays Basque et notamment la ville de Guernica. Donc plusieurs tonnes de bombes sont lancées sont larguées, ce sont des bombes au phosphore. Et Guernica est devenu un symbole que tout le monde connaît ici, mais aussi parce que c'est l'un des premiers de l'aviation, militaire moderne, qui touche des populations civiles. Et il y a eu, sur les 7000 habitants, le village a été entièrement rasé et 1754 morts. Donc, vous connaissez la fameuse toile de Picasso. Aujourd'hui, on critique beaucoup Picasso, mais il faut savoir que cette toile, Picasso n'a jamais voulu qu'elle regagne l'Espagne tant que Franco régnerait et serait encore vivant en Espagne. Donc, on peut quand même lui rendre hommage, au moins sur cet aspect qui est important. De l'autre côté, les militants de la CNT ont commencé à s'armer dans les arsenaux, dans les chantiers navals. Alors, la CNT, c'est la Confédération nationale du travail. C'est un syndicat de tendance anarchiste qui est fréquenté par un certain nombre de militants de la Faille, qui est la Fédération anarchiste, mais pas que, il y a aussi d'autres. Et il faut savoir que l'anarchisme en Espagne est prépondérant, parce qu'il n'y a pas eu, comme en France, un parti communiste implanté de longue date. Donc l'anarchisme avait déjà mené un certain nombre de mouvements, sinon révolutionnaires, en tout cas des mouvements de grève importants, etc. Et leur détermination va faire basculer la garde civile et la garde d'assaut de leur côté. Et ils vont obliger les militaires à capituler. Et la population a été armée. On distribue des armes aux ouvriers à Madrid, mais dépourvues de culasse. Et donc la population s'empare de différentes casernes. Donc finalement, en juillet 1936, le coup d'État a en partie échoué et aucun des deux camps n'entend céder vraiment le terrain. Pourtant, donc on a une Espagne qui est coupée en deux, meurtrie, parce que c'est quand même une guerre fratricide, comme toutes les guerres civiles, et on est parti pour 3 années de guerre civile. Voilà. Je reviens à mon roman, la temporalité de ce roman. Donc c'est un roman historique qui raconte, sous forme de flashback, ces événements que je viens de rappeler, et qui, en tout cas, disons, en constitue le terreau. La temporalité de mon roman, c'est donc l'année 39, et il va très précisément de février 39, ce qu'on a appelé la retirada, c'est-à-dire la défaite des armées républicaines, jusqu'en juillet 39, période où les camps, en tout cas celui d'Argelès, ferme.
Alors, ils ferment et ils vont rouvrir peu de temps après. Ils ferment juste le temps d'un été. Hein, parce que le gouvernement Daladier se dit, après tout, pourquoi garder tous ces bravaillants dans des camps alors qu'on pourrait les faire travailler, hein. Et la guerre menace et on se dit on va les envoyer construire la ligne Maginot, on va les envoyer construire l'aéroport de Beauvais, on leur donne pas des tâches très faciles. En ce qui concerne mon grand-père, on l'envoie dans une dynamiterie fondée par Alfred Nobel, où il fabrique des bâtons de dynamite et où il risque sa vie quotidiennement. Mais il n'est pas le seul, hein. Les autres vont travailler dans les mines, enfin on leur fait faire des travaux quand même relativement difficiles, on ne va pas les épargner. Alors le roman commence c'est un roman qui dure 6 mois, hein, qui s'étend sur une période de 6 mois. On est dans le contexte en France des années 30, c'est-à-dire, alors c'est l'après-Front populaire. Le Front populaire avait instauré les 40 heures, on revient sur les 40 heures, on rétablit les 60 heures, donc on refait 60 heures de travail, et c'est le moment où les salaires baissent, où le chômage augmente, donc c'est un moment un petit peu difficile. Alors, retirada, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie, ça veut dire retraite en espagnol, hein. Donc c'est une retraite, c'est une débâcle en fait. Donc des centaines de 450 000 hommes, femmes, enfants, bêtes qui vont passer la frontière de manière complètement, comment dire, de manière totalement désorganisée. Les uns prennent une carriole, les autres sont à cheval, il n'y en a pas beaucoup. D'autres sont à pied avec des espadrilles dans la neige. Et donc ils franchissent les Pyrénées, il y a différents cols, hein, le Pertuis. Et là, ils arrivent à la frontière, on leur dit, vous ne passez pas. Le gouvernement Daladier les refuse. Alors la presse, à l'époque, hein, se déchaîne, on les appelle les rouges, même s'ils étaient noirs, mais bon, ça n'est pas très grave. Et on ne veut pas les faire passer. Donc il reste, il y a une attente à la frontière, je montre hein, au début du roman. Et puis, bon... sous la pression de l'opinion publique, de la Chambre aussi, hein, la Chambre des députés, il faut quand même le dire, Daladier va décider de laisser passer un certain nombre de personnes. Tout en observant le pacte de non-intervention. Hein, vous savez qu'il avait signé un pacte. Alors, même quand ce pacte va être... d'une certaine manière trahi par les puissances de l'Axe, hein, puisque forces mussoliniennes et hitlériennes vont collaborer pour aider les franquistes et les phalangistes. Même là, le gouvernement français va choisir de rester, disons, de camper sur ses positions. Alors c'est un roman historique, voilà, donc, qui raconte hein, ces événements-là en amont. Donc au début du roman, la retraite, le passage à la frontière, l'attente. Et puis il y a aussi donc des personnages historiques avérés comme Antonio Machado. Donc j'ai relaté les derniers moments. Vous savez qu'il est mort à Collioure, un peu de temps après avoir passé la frontière. Il était déjà un petit peu malade et puis ses dernières forces hein, ont été épuisées dans cette longue marche. Et donc voilà, ses poumons n'ont pas résisté. Je fais intervenir aussi des artistes comme Josep Bartoli. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait Josep, qui relate son histoire, bon, de manière un petit peu romancée là aussi. Des photographes comme Robert Capa, qui avait déjà suivi la guerre civile. Lui, il avait fait de très très belles photos hein, de la guerre. Là, il a fait aussi de magnifiques photos du camp, hein, ou des camps et de la retirada. Et puis, je fais intervenir différents acteurs comme donc les envoyés du gouvernement, les autorités locales, le maire, par exemple, d'Argelès, qui va accomplir sa mission. La mission qu'on lui demande, c'est de persuader les réfugiés de retourner en Espagne, puisqu'on n'a pas envie d'accueillir vous voyez, tous ces indésirables, comme on les appelait alors, tous ces parias. Voilà. Mais je dirais que alors c'est aussi un roman romanesque, un roman concentrationnaire. Hein, vous savez que c'est un sous-genre romanesque, le roman du camp. Voilà.
Il y a évidemment des témoignages très très poignants comme Primo Levi, mais d'autres aussi, David Rousset, etc. Donc il s'agissait pour moi de montrer la vie dans un camp de concentration. On a appelé ça des camps de concentration, ce sont les premiers qui ont été créés en Europe. Donc on voit, je montre la réalité du camp, de sa construction. Donc le camp a été construit par les réfugiés eux-mêmes, sans aucun, au départ, sans aucun outil. Ils construisent des chabolas avec à leurs mains, ils ramassent du bois, enfin, y compris les miradors qui vont les surveiller. Dans la construction du camp, la première baraque est un événement. D'ailleurs, c'est l'occasion d'une fête, puisque c'est le premier lieu en dur qu'ils vont connaître après déjà plusieurs semaines de froid, d'exposition au froid. Donc, je montre aussi le plan du camp, le plan. Alors, même si au départ, il n'y avait rien d'organisé, il y a un découpage en zones qui s'opère, un peu anarchique quand même. Mais il y a donc un barrio chino, qui est l'endroit où on fait du marché noir, du troc, où tout se vend, on peut tout acheter, etc. C'est quand même un camp où, au plus fort, il y a eu 60 000 personnes, donc c'est quand même énorme, où viennent des commerçants du voisinage pour vendre leurs marchandises. Il y a Las Ramblas, par analogie avec la Rambla de Barcelone. Alors c'est l'allée principale où on rencontre tout le monde, etc. On se salue. Il y a l'hippodrome. Alors l'hippodrome, c'est l'endroit où c'est la prison en fait, où on va faire. Alors il y avait quelque chose d'assez cruel. On retirait les boutons des vêtements des prisonniers, enfin des réfugiés, pardon. Et on les exposait, on les obligeait à courir parce qu'il faisait tellement froid à l'hippodrome que pour ne pas geler, ils couraient, ils passaient la nuit à courir et, comme des chevaux. Et donc voilà, c'était leur punition. Alors ces punitions, elles existaient pour différentes choses, notamment les tentatives d'évasion, évidemment, étaient sévèrement réprimées. Et puis il y a aussi le mur aux nouvelles, c'est l'endroit où les réfugiés vont mettre un mot, s'adresser à quelqu'un, et voilà, et on se parle comme ça, c'est une espèce de téléphone assez pratique. Je montre aussi son fonctionnement, donc le marché noir, les boutiques qui s'organisent, le tailleur, le barbier, il y a un barbier qui va couper les poils et raser les barbes, et puis des événements, donc la fête, les colis qu'on reçoit de temps en temps, les prêts de livres aussi, puisque donc, à l'instigation du Front populaire, non pas du Front populaire, du Secours populaire, pardon, et d'autres associations humanitaires, on va réunir des colis de livres et ouvrir une espèce de bibliothèque, enfin faire des distributions de livres. Donc ça, c'était un événement pour eux. Je montre aussi les acteurs du camp, donc les spahis, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais, en fait, la France a eu recours à ces tirailleurs pour surveiller les réfugiés espagnols. Alors d'une part parce qu'ils ne les connaissaient pas, ils ne parlaient pas leur langue, ils connaissaient mal les enjeux espagnols, et donc se sont montrés particulièrement sévères et cruels envers eux. Alors je le montre à travers un personnage qui s'appelle Tamara, qui va être châtié, mais qui leur fait subir un certain nombre de sévices et d'une certaine manière se venge aussi de l'humiliation qu'il a pu connaître lui dans sa chair, en tant que descendant peut-être d'esclaves. Voilà. Je montre aussi l'état-major des officiers français qui ne dorment pas sur place, mais contrairement aux spahis qui fréquentent, donc qui ont un hôtel et puis qui régentent tout ce monde. Les adjuvants, c'est-à-dire qu'il y a parmi les riverains des gens qui ont vraiment aidé les réfugiés, qui leur ont donné des colis, leur ont donné du travail parfois aussi. Donc je montre ça, c'était pas toujours un rejet, et inversement d'autres qui les ont considérés un peu comme, vous savez, pour l'expo coloniale de 1930 à la Porte Dorée, quand on est allé voir les Kanaks comme des sauvages cannibales, eh bien d'autres sont allés les voir comme aux zoo, pour se
avoir une petite frayeur, hein, c'est rouge, les voir de plus près, et on les voit derrière un grillage, évidemment. Voilà, c'est devenu l'attraction dominicale, hein, c'était assez récurrent. En Allemagne aussi, d'ailleurs, hein, dans les camps de concentration, les populations allaient voir les réfugiés, enfin les déportés. Alors, je montre aussi l'en dehors du camp. Donc, alors d'abord, c'est l'en dehors du camp, ce sont les autres camps, Rivesaltes, le Vernet, où il y a des transferts incessants. Hein, par exemple, les gars de la colonne du Ruti, on va les mettre à Gurs, on va les regrouper parce qu'on les juge plus dangereux que les autres. Les rebelles, on va les mettre au château de Collioure, qui était un fort alors, absolument terrible, où ils étaient incarcérés sans fenêtre, sans lumière, ils nageaient dans leurs excréments, enfin, c'était vraiment une horreur, vraiment une horreur. Ça a été d'ailleurs fermé parce qu'il y a eu des campagnes de presse et enfin, il y a eu des actes de torture avérés, etc. Ça, on ne le sait pas vraiment, hein, mais ça a été un univers concentrationnaire terrible. Et d'ailleurs, bon, ça c'est un petit peu le prétexte, un romanesque un peu traditionnel, un peu à la Walter Scott ou Alexandre Dumas, parce que voilà, là on touche au roman d'aventure, il y a une évasion, des fûts de vin dans lesquels le personnage de José se cache, etc., pour délivrer son frère qui est incarcéré au château de Collioure. Bon, donc voilà, bon, le roman historique devient un peu roman d'aventure. Et puis, bon, l'en dehors du camp, c'est aussi la dynamiterie. Mais vous voyez qu'on aboutit à une nouvelle incarcération. Finalement, on va du camp à la dynamiterie. Et le dernier mot du roman, c'est quand même la ligne de fortification qu'il va trouver. Donc, voilà, je voulais un peu montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'échappatoires pour eux. Voilà, alors, donc ce roman concentrationnaire est aussi un roman biographique, hein, évidemment, puisqu'il s'agit de mon grand-père. C'est toujours à travers une destinée individuelle que le roman exprime des problèmes donnés, je pense. Donc, contrairement au héros de l'épopée qui, disons, est toujours aidé par les dieux, lui, il est seul. Hein, il s'aventure seul dans le monde, hein, et ses dangers. Bon. Mais je voulais montrer qu'il n'était pas seul, justement. Il y a une dimension collective dans ce roman. Et on ne peut pas survivre dans le camp sans amitié, sans solidarité. Donc, ce qui vient perturber la forme du roman mémoire, c'est un peu voilà, cette intrusion du biographique, des souvenirs qui sans cesse surgissent. Hein, c'est un peu comme la mémoire involontaire des souvenirs proustiens, voilà, qui surgissent à des moments inattendus. Ça peut être l'odeur d'une écharpe de laine. Et là, il y a une forme de réalisme psychologique. Donc, il se remémore la séparation avec sa femme, qui s'appelait Aurora, qu'il n'a jamais revue. Ça, c'est avéré. Il ne l'a jamais revue. Il avait déjà eu une vie clandestine dans le passé en Espagne, puisqu'il avait vécu dans les montagnes. Il s'était caché aussi 3 ans dans une armoire, enfin dans une pièce fermée par une armoire. Donc il se remémore aussi ces moments-là. Ses enfants, il avait des jumeaux qu'il n'a pas revus. Il a revu son fils une fois, bien des années plus tard, quand il a eu 18 ans. Donc il y a voilà, aussi une histoire individuelle, hein, que j'essaie de remémorer. Et puis c'est un roman de l'amitié, puisqu'il rencontre donc l'amitié en la personne de Luis, qui est, disons, son complément au physique comme au moral. Hein. Ils sont un peu comme ces couples de comiques, vous savez, dont l'un est très gros, l'autre tout mince. Et lui, il est plutôt, disons, un meneur, etc., un homme d'action, et l'autre, un homme qui a une vie familiale, qui pense qui veut retrouver sa femme, ses enfants. Bon, je fais aussi revivre, hein, leurs expériences de la Révolution espagnole, par exemple l'autogestion qu'ils ont connue dans les villages, la suppression de l'argent. Hein, on a supprimé l'argent, il y avait des carnets de collecte et on distribuait la nourriture. Voilà, après avoir exproprié les grands propriétaires terriens. Et José donc a été chargé d'une orangerie. Donc il raconte comment il a
voilà, visiter l'orangerie. Et cette orangerie produit plus d'oranges qu'avant le soulèvement. Voilà, donc ça c'était le genre. Alors, disons, la tonalité est assez pathétique dans l'ensemble, parce que j'ai voulu, disons, montrer leur souffrance. Donc il y a d'abord un spectacle du corps souffrant du froid intense. C'est un hiver particulièrement vigoureux. Cet hiver 39, des milliers de personnes meurent de froid. C'est aussi la famine qui s'abat sur eux, le manque d'eau potable qui va créer la dysenterie, toutes sortes de maladies. On va leur envoyer un troupeau de moutons, mais d'à peu près 8000 bêtes pour 60 000 personnes. Donc vous imaginez que ça ne va pas suffire. Donc il n'y a pas d'hôpital. Ils ont eux-mêmes créé une infirmerie avec les moyens du bord. Il y a les parasites. Ils ont des poux, bien sûr, mais aussi d'autres parasites. Et puis, ils sont touchés par la démoralisation, la souffrance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont combattu et puis d'un seul coup, ils sont livrés à l'inaction. Ils ne font plus rien. Ils sont là devant une plage lisse à perte de vue. Et donc, il y a une vraie souffrance morale. Ils ont été en plus arrachés à leur milieu d'origine. Donc, j'ai voulu montrer aussi leur souffrance morale. L'ennui qui s'abat sur eux. Je dirais aussi donc il y a un personnage assez christique qui meurt, qui s'appelle Jésus, qui a contracté la dysenterie. C'est aussi un roman de l'aliénation. Certains se sont suicidés, ont sombré dans la folie parce qu'ils ne faisaient rien. Et ils ont même, on a même donné un nom spécifique à cet ennui. Ils l'appellent arénitis. Donc c'est une espèce de mot valise qui vient de l'araignée. Vous savez, c'est l'araignée c'est l'angoisse qui leur tombe dessus et qui les prend dans sa toile. Donc il y a vraiment, et certains se suicident sous leurs yeux. Là, je raconte une anecdote d'un homme qui s'est poignardé à mort et sans mourir finalement, mais qui s'est poignardé devant tout le monde. C'est aussi un roman de l'amour contrarié, donc de la contrition physique. J'en parle pas trop parce que ils sont, je pense, assez pudiques eux-mêmes quand on lit leurs écrits. Moi, j'ai évidemment travaillé sur les lettres, les journaux qui ont pu être écrits par la suite. Ils sont pudiques, mais n'empêche que la contrition est là. Et l'amour contrarié entre les deux personnages principaux est aussi dû à la situation, puisque José est marié, donc il a une espèce de fidélité à sa femme. Vous voyez, donc c'est aussi la situation qui va créer cet amour impossible. C'est aussi un corps, quand je dis corps, un corps collectif, qui est soumis à des violences physiques. Donc violences physiques de la part des spahis. Par exemple, Tamara fouette en public donc José pour le punir. Les réfugiés sont humiliés. On leur lance la nourriture comme des animaux, vous savez, et notamment à l'hippodrome. On les nourrit comme ça en leur lançant, alors non pas des morceaux de viande, parce qu'il n'y avait pas de viande, mais à part les moutons dont j'ai parlé, on leur lance comme ça des morceaux de pain qui doivent se partager. Donc je raconte comment l'un d'entre eux est tabassé à mort après une évasion, pour l'exemple. On veut leur montrer que... Alors, il y a eu quand même des évasions réussies avec l'aide d'un anarchiste de Toulouse notamment. Et du coup, les autorités veulent absolument éviter ça, donc on les punit sévèrement. Et puis, enfin, il y a des violences spécifiques faites aux femmes dans l'enceinte du camp. Donc, je raconte une soirée de viol, où une troupe de spahis s'introduit dans le camp des femmes, parce qu'elles avaient quand même un espace à part, et plusieurs d'entre elles ont été violées le même soir. Donc... il y a aussi le personnage de Carmen Castillo. Alors, je voulais l'appeler Carmen Castillo, mais comme c'est une cinéaste connue, je me suis dit, ça va peut-être créer des problèmes. Donc, je l'ai appelée Carmen Castello. Et du coup, elle reprend du métier, j'ai envie de dire, du collier. Elle redevient prostituée, comme avant la guerre civile. Et elle est au Panier Fleuri. Alors, il y avait encore des bordels à l'époque, près de Perpignan, entre Perpignan et Argelès, et
et elle devient la favorite d'un officier du camp qui va donc régulièrement la voir. Donc on est un petit peu vous voyez, dans un univers reclus. Enfin, c'est l'ennui qui s'abat sur eux. Donc, alors, cela dit, très vite, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont repris du poil de la bête et ils ont trouvé des antidotes à l'ennui de différentes manières. Donc, je raconte ça aussi, peut-être par le rêve, qui est une dimension un petit peu surréaliste comme ça, les récits de rêve, mais surtout par le jeu. Donc, ils fabriquent des jeux d'échecs devant la mer, ils sculptent des morceaux de bois. Donc ils se mettent à chanter, ils font une chorale, ils reprennent des chants de la guerre civile, des chants anarchistes, ils se remémorent la bataille de l'Èbre, enfin voilà, donc ça leur permet de revivifier des valeurs communes. Il y a la lecture aussi, donc la distribution de livres, ça va vraiment tout changer pour eux. Ils créent des cours. Donc les plus savants vont faire des cours aux autres, y compris des cours d'éducation sexuelle d'ailleurs, pour les déculpabiliser par exemple de pratiquer l'onanisme, puisque l'Espagne est encore un pays très très chrétien dans les années 30 et ça peut être condamné. Il y a beaucoup d'artistes parmi eux qui vont faire une presse des sables, ce qu'on a appelé la presse des sables. Donc ils vont faire des revues, dessiner, peindre, écrire des poèmes. Et donc une revue qui s'appelle La Barraca, par allusion à García Lorca, qui avait fait un théâtre ambulant qui s'appelait La Barraca, où il voulait en fait jouer des pièces du siècle d'or devant un public d'ouvriers qui ne les connaissait pas. Et donc il se déplaçait en Espagne. Donc c'est l'idée d'un art salvateur qui va les consoler de la réalité. Et inventer une autre réalité. Et ça a vraiment fonctionné. Au point que l'un des personnages, donc, qui s'appelle Carlos Conesa, va, avec les autres de la revue, quitter le camp et donc être exposé dans une galerie de Perpignan, grâce à l'influence du maire. Le maire socialiste avait fait quand même un certain nombre de choses pour les réfugiés. Et il va aller au château de Valmy. Ils vont aller au château de Valmy où ils vont faire paraître une autre revue avant que chacun ait peut-être une carrière individuelle, quoi. Mais ils vont pouvoir échapper à leur destin de cette manière et ça va permettre l'évasion du frère de José. Alors le dernier aspect du roman, peut-être le plus important, enfin la peinture du camp c'est aussi important, mais c'était de montrer les enjeux et les enjeux polémiques, critiques, disons, des réfugiés. Donc une certaine vision du monde. Donc la voie narrative, j'essaie de la mettre à l'épreuve d'autres discours. Et j'ai voulu retracer donc un certain nombre d'affrontements idéologiques, politiques, qui est incarné par les personnages. Chaque personnage incarne en fait une thèse ou une position politique à peu près bien définie. Alors il y a d'abord un affrontement agnostique entre les anarchistes et puis les franquistes, évidemment, ça. Mais bon, il n'y a pas de franquistes parmi eux. N'oublions pas non plus l'Église espagnole qui a joué un rôle quand même assez peu glorieux. Donc beaucoup étaient anticléricaux, il faut bien le dire. Le deuxième pôle, disons, c'était les anarchistes et les staliniens, alors qui sont bien représentés ici par le clan Diaz. Alors, il y avait un dirigeant espagnol qui s'appelait Diaz, justement, qui était stalinien. Et donc, en gros, ils sont placés sous le signe de la traîtrise dans l'univers du camp. Ils vont se comporter comme des traîtres. Mais ça renvoie aussi à donc, des épisodes qui ont eu lieu pendant la guerre civile, de guerre dans la guerre. Vous savez qu'il y a eu une guerre dans la guerre et même des fusillades à Barcelone. Alors après notamment à l'occasion de la prise du central téléphonique de Barcelone. Donc ce central téléphonique était contrôlé par la CNT. C'était très important parce que ça lui permettait d'écouter les conversations, par exemple, du gouvernement provisoire.
On savait qu'il y avait un gouvernement provisoire qui s'était formé avec des ministres donc à la fois socialistes et communistes, et puis la participation de certains ministres anarchistes aussi. Hein. Et donc le 3 mai, des gardes d'assaut pénètrent dans le central téléphonique. Ils sont envoyés par le PSUC, donc c'est cette alliance entre PS et PC, et du coup ils veulent déloger la CNT. Et donc là, Barcelone la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et les barricades sont à nouveau érigées, et il y a eu des fusillades. Hein. Donc les anarchistes tiennent la ville, le port, et ils publient des tracts, ils lancent un appel à l'offensive révolutionnaire, etc. Bon. Donc voilà, et là, il y a eu plusieurs morts. Donc tous ces gens ont ça très ancré en eux. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on parle du camp républicain de manière, disons, homogène, mais il faut comprendre que voilà, la division, elle était plus qu'une division. C'était le sang qui avait parlé, et les armes. Alors, à l'intérieur d'un même camp, ils ne sont pas non plus tout à fait d'accord. Donc, j'ai voulu les faire discuter de manière un peu dialectique. Alors, non seulement pour montrer les passions qui les animent, mais aussi réveiller l'esprit de contradiction qui était entre eux. Je pense que il faut comprendre que c'était des gens très politisés qui voulaient... Alors, il y en a un donc José, qui est responsable de la CNT, qui l'a rejoint très tôt. Luis aussi, mais lui défend plus les communistes, hein, c'est-à-dire qu'il considère que leurs dirigeants ont pactisé avec Staline, mais qu'à la base, il y avait des gens sincères qui ont réellement combattu contre le fascisme et qu'on ne peut pas tous les incriminer, que José est bien plus intraitable. Miguel, donc lui, c'est un combattant de la colonne d'Urruti. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la colonne d'Urruti. C'est l'aile gauche des anarchistes qui a été formée, donc c'est l'aile gauche de la faille, donc sous le commandement de Durruti, qui était un ouvrier, donc un anarchiste ibérique, qui était très populaire, l'un des plus populaires sans doute du mouvement ouvrier espagnol, qui part pour le front d'Aragon, pour libérer Saragosse, à un moment où la CNT contrôlait Barcelone. Et Durruti s'est opposé à la militarisation des milices, qui était voulue par le gouvernement provisoire et par les staliniens. Alors pourquoi ils s'y opposaient? Parce qu'en fait, ils ont fait, eux, leur mot d'ordre très vite est devenu non plus l'expropriation des grands propriétaires terriens, le soulèvement populaire, mais disons la guerre au fascisme, le rétablissement de la République uniquement. Et pour Durruti, ça c'était un dévoiement, disons, de ce qu'il fallait faire, hein, en fait. Et militariser, c'était, disons, donner le primat à la guerre sur, pour parler un peu schématiquement, sur la révolution, si vous voulez. Il y a aussi Ernesto, qui lui est un militant du POUM. Alors le POUM, c'est un parti qui a été constitué en 1935. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Ken Loach sur la guerre d'Espagne, qui raconte les aventures d'un petit groupe du POUM, donc sous la houlette d'Andreu Nin, c'est leur leader, qui a d'abord été un secrétaire de Trotsky, qui a lancé un journal qui s'appelle La Bataille. Et Andreu Nin donc a été... Alors, j'ai oublié de dire que Durruti a été assassiné dans des circonstances très troubles. Hein. En fait, on ne sait pas trop s'il a été victime d'une balle perdue, si c'est parce qu'il s'opposait à la militarisation. Mais il y a quand même eu 250 000 personnes à son enterrement. Enfin, c'est vous dire à quel point il était populaire et aussi quel rôle il avait dans la CNT et quel rôle avait la CNT en Espagne à ce moment-là. Alors, Andreu Nin est également séquestré par les staliniens, alors qu'il s'était d'ailleurs éloigné de Trotsky. Hein. Trotsky en parle dans ses carnets. Il n'avait pas les mêmes positions qu'Andreu Nin. Il lui reprochait de ne pas avoir cherché à gagner les gens de la CNT et de s'être organisé, d'avoir organisé le POUM qui comptait à peu près 10 000 membres à l'écart du mouvement ouvrier, de s'être
en fait, comportés en avant-garde, coupés du mouvement, donc forcément voués à l'échec. Enfin, ça, c'était leur polémique. Et du coup, mais il a quand même été assassiné par les staliniens parce que trop proche de Trotsky. Alors, comme donc mes personnages se nomment mousquetaires, comme Oliver Durruti et Ascaso, donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai essayé, disons, d'incarner ces différentes forces, de les faire discuter. Alors, ils discutent sur le problème de l'armement, les armes de Moscou. Moscou a armé, au compte-gouttes, la guerre civile, mais tous n'étaient pas d'accord. Certains pensent qu'il aurait fallu refuser et développer, disons, un armement local, d'autres national, d'autres pensent qu'on n'avait pas le choix, donc qu'il fallait bien accepter. Donc ils discutent de cette question-là, de la participation au gouvernement. Alors ça a été vraiment un gros problème parce que les anarchistes étant anti-étatistes par définition, c'est vrai que ça pouvait sembler curieux que certains d'entre eux participent au gouvernement. Et puis sur cette question du front antifasciste, fallait-il créer un front antifasciste, défendre surtout la démocratie ou bien favoriser le soulèvement. Bon. Donc voilà, alors ils discutent, ils ne sont pas d'accord. Alors, donc c'est un roman dialogique, ou dialectique, disons, de ce point de vue-là. En tout cas, j'ai essayé de le faire. Par ailleurs, donc j'ai essayé de faire entendre les voix féminines. Parce que donc la voix des femmes a été étouffée en Espagne comme ailleurs. À part, alors il y avait bien sûr Dolores Ibarruri, vous savez, la Pasionaria, donc qui était une des fondatrices du Parti communiste espagnol, qui est même devenue une dirigeante nationale. D'abord, elle était une dirigeante locale et puis très connue. C'est elle qui a lancé le fameux No Pasaran, vous savez, du haut de son balcon lorsqu'elle haranguait la foule. Bon. Il y a aussi Federica Montseny, donc, qui intervient un petit peu, elle est à Toulouse, qui elle était une leader anarchiste. Mais à part ça, les droits des femmes n'ont pas été, disons, c'est un peu comme partout, elles faisaient les tâches ménagères, elles n'ont pas été tellement sur le front, donc elles discutent de ça, et j'ai un personnage qui s'appelle Luz Ascarat, qui est un peu la lumière, le phare du roman, donc sorte de grande prêtresse, un peu des idées féminines, de la défense des femmes. Et elle rappelle le rôle des Athénées, donc qu'elles ont créé, puisqu'elles étaient dans un groupe qui s'appelait Mujeres Libres, les femmes libres, qui s'est créé en marge de la CNT. Et elles ont créé donc des écoles où elles... alors, à la fois, elles aidaient les prostituées, les anciennes prostituées, elles pouvaient aider à l'éducation, parce que beaucoup de gens étaient analphabètes en Espagne à l'époque, donc élever le niveau général, et ce sont elles qui vont créer une école dans le camp, une école où les enfants vont apprendre. Il y avait quand même des enfants dans ce camp, pas énormément, mais quand même plusieurs centaines. Voilà, donc elles expliquent pourquoi elles ont dû ne pas intégrer, comment elles n'ont pas été intégrées à la CNT. La CNT n'a pas voulu les intégrer. Donc voilà, il y a aussi des discussions autour de ça. Est-ce qu'il fallait, on leur reproche d'avoir d'une certaine manière plombé le mouvement en s'étant séparées. Elles expliquent pourquoi elles n'ont pas pu être intégrées. Voilà, et puis, alors je dirais que, pour finir, que c'est un roman à la fois de la désillusion, parce qu'ils ont perdu leurs illusions, ils sont les vaincus, mais en même temps, ils gardent en eux-mêmes la foi en un monde meilleur. Et donc, à la fin du roman, on voit qu'ils discutent, par exemple, sur l'argent, sur la manière dont ils vont être recrutés. On voit des patrons qui viennent dans le camp les embaucher, donc les plus faibles, on ne les prend pas. Les artistes dont je vous parlais, qui vont aller au château de Valmy, on ne leur dira pas qu'on va se servir d'eux. On leur présente les choses sous un angle, disons, un peu philanthropique, alors qu'il s'agit quand même d'exploiter leur talent. Donc on va à la fois les sauver et se servir d'eux. Voilà, donc
Et donc, pour conclure, je dirais que j'ai essayé de rendre hommage donc à ces hommes qui ont une vision lumineuse d'un monde meilleur, qui ont bâti de nouvelles valeurs. Peut-être aussi une dimension un peu métaphysique, anthropologique, d'une humanité errante, le réfugié comme figure de l'humanité au XXe siècle, je ne sais pas. Et puis, je dirais que c'est aussi cette relation historique me renvoie aussi au présent, hein, et peut-être nous donne à réfléchir sur aujourd'hui une alternative entre socialisme et barbarie. Voilà.